C'était ce mercredi 17 décembre à Aix-en-Provence, à la cour d'appel. Donc 2 affaires étaient jugées à la cour d'appel, avec Didier Raoult qui, lui, avait attaqué Guillaume Limousin, qui est connu sous le pseudonyme pendant la crise sanitaire. Si vous avez suivi, vous connaissez sûrement Sonic Urtican. Non, ça te disait pas. Non. C'est vraiment le monde qui se chamaillait sur sur Twitter pendant toute la crise sanitaire, quoi. Donc, donc Didier Raoult a attaqué en diffamation cette personne. Exactement. Parce qu'il l'a quoi insulté. C'est ça, pour harcèlement en ligne. Harcèlement en ligne. Voilà, exactement. Et quel est le lien avec Marc Doyer, qui était là aussi? Alors, je te le fais. Donc, Sonic Urtican, lui, tout d'abord, il a été attaqué pour 6 tweets qui ont été repris par la justice. C'est comme ça dans les affaires, on prend 6 tweets sur 57 000. Ah oui, il y a vraiment harcèlement là. Le gars a fait 57 000 tweets. Mais c'était toute la question. 57 000 tweets contre Raoult? Juste contre Raoult. Ouais. Et il y en avait d'autres qui ont pris. C'est pas humainement possible d'écrire ça. C'est de l'acharnement. Il était amoureux. Enfin, je crois qu'il y a que ça. Je sais même pas si en faisant ça toute la journée, on peut le faire en 57 000 tweets, c'est faramineux. Et Marc Doyer, donc du coup, lui, pour aller vite, du coup, j'accélère. Marc Doyer avait attaqué, lui, État de choc, qui avait fait plusieurs tweets, c'est les noms sur Twitter, qui avait fait plusieurs tweets disant qu'il doutait de l'honnêteté de Marc Doyer, donc le porte-parole de Verity France. Donc, la femme a été morte de Creutzfeldt Jacob suite à l'injection. Oui. Donc ce sont des gens qui ont été vaccinés, qui se sont, c'est ce qu'a dit Marc Doyer, ça, ouais. Il dit on peut pas me reprocher, et ça c'est pas de base, le cerveau humain est pas fait pour aller se faire vacciner et ensuite dire c'est forcément la faute du vaccin et de partir en guerre dessus. Donc il y a vraiment eu un travail médical qui a justifié ça. Et bref, État de choc a fait beaucoup de... État de choc, c'est un parmi énormément de bashing que lui a pris. On en parlera, il y a un bashing dans les deux sens. On en reparlera tout à l'heure si on a un peu le temps. Mais là, effectivement, État de choc, par exemple, lui était allé trop loin, disant notamment, était trop loin, c'est à la justice de décider. Mais selon Marc Doyer, puisqu'il avait dit qu'il doutait de l'honnêteté de Marc Doyer, qui se serait fait beaucoup d'argent avec les dons que Verity France a récupérés. Non mais c'est horrible de dire ça. Alors il est allé jusqu'à dire que il pense que Marc Doyer a probablement tué sa femme et elle est morte de Marc Doyer. Waouh. Plutôt que de... Donc voilà. C'est pas possible. Il a sous-entendu ça. Non mais nous on n'est pas là pour juger, mais moi je vous donne les faits. Moi je juge direct. Ah ouais. Tu vois, ça va même pas au cortex, c'est automatique. C'est humainement ignoble. C'est-à-dire que le gars a perdu sa femme. Non mais Marc Doyer, grand respect de garder son calme face à des gens comme ça. Tu perds ta femme et t'entends ça. Non. Surtout que nous on sait qu'il y a il y a une batterie de trolls, c'est-à-dire de gens qui sont aussi payés pour venir harceler ces gens-là et tout. Puis il y a des bots sûrement dans le lot. Des bots. Donc là État de choc, c'était pas un bot. Ils l'ont retrouvé et ils ont retrouvé son identité puisque contrairement au premier, lui cachait son pseudonyme. Donc il y a eu tout un contexte juridique où est-ce que tu as le droit d'arriver et faire une enquête somatique, je sais plus comment ils ont appelé ça exactement, mais parce qu'ils sont arrivés, ils ont poussé la porte, ils ont fait descente de police, est-ce que vous êtes un tel? Et le gars a répondu oui. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si le gars avait dit non, ça fait ok, bon, on n'a pas son identité. Tu vois, la justice française à quoi ça tient, c'est extrêmement intéressant. Donc du coup, en fait, c'est aussi parce que tu dois être pris sur le fait. Ah, en fait, sinon c'est flagrance. Tu peux rien faire même si c'est ton ordinateur chez toi, quelqu'un harcèle. C'est ça qui est emmerdant, c'est que les gens ils viennent sous pseudo attaquer des gens visibles publiquement qui eux prennent tous les risques et je trouve que c'est pas très Coubertin quoi. C'est ça qui est intéressant. Surtout que lui on s'était pas gêné pour lui faire une garde à vue et venir le chercher à 6h du matin. Marc Exactement. C'était sur un autre sujet. Mais il y a eu ça. Et pourquoi ils se retrouvent tous les deux au même jour, Marc Doyer et Didier Raoult? Parce que c'est le même. Déjà, ils sont dans la même zone géographique, donc ils avaient les mêmes avocats, les deux, parce que c'était les mêmes avocats de défense et d'attaque sur un problème qui venait de la même crise, donc sanitaire, et venait au même moment à peu près. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les deux affaires en même temps, même s'il n'y avait pas directement de lien entre les deux, et les deux ont été jugés indépendamment. Donc, je me suis tapé 5h30 au tribunal pour finalement connaître cette petite vidéo-là. Alors, on va la passer, je l'ai mis à 1,25, donc c'est un peu rapide. Tu peux la mettre à 1,50 peut-être. Que je fasse un tout petit peu de contexte en plus. À chaque fois, toutes les parties n'ont jamais parlé du fond de l'affaire qui était le harcèlement en ligne, et ils ont fait que se chamailler sur des trucs scientifiques. Alors, tu as recueilli quelques témoignages. C'était génial de voir les conseillers de la cour d'appel, les juges, être complètement, pendant 5 heures, ils étaient comme ça, concentrés, à juste essayer de suivre des débats, donc ils comprennent, parce qu'on comprend tous rien à ces trucs-là, c'est que du scientifique, parce que encore une fois le débat c'était ce qu'on disait en début d'émission,
débat était sur le traitement de l'information et tout ça. Là, c'est une affaire de diffamation. Ils sont allés sur est-ce que l'hydroxychloroquine, ça marche, quoi, en gros. Et c'est exactement ça. Est-ce que la méthode de Raoult, est-ce que truc. Donc chacun dit que l'autre comprend rien à la science, etc. Et ils ont refait ça pendant 5 heures au tribunal. Ok, alors on se passe ça. C'est en accéléré. Et on revient. On arrête s'il y a besoin du harcèlement en ligne aujourd'hui. Non, pour l'instant, je pense que la justice n'est pas encore accoutumée à ces nouvelles formes de harcèlement. Et que donc, je voulais de retenir 6 tweets sur 57 000. C'est fantastique. Une photo aussi, non? Non. Ah non. On m'avait soigné déjà. Donc. Ah oui, alors c'est déjà oui. C'est énorme, ça. C'est pas bien. Je pense, d'abord, il y a plusieurs choses. Il faut un peu de temps pour que les choses se clarifient, si vous voulez. Parce que vous savez, moi je ne sais pas réagir à un type qui pleure au tribunal en disant oh là là, je n'ai pas pu m'occuper des enfants que j'aime tellement, je suis tellement amoureux de la vérité en pleurant à chaudes larmes. Moi je ne sais pas le faire, c'est pas la même manière de faire. Quant à l'autre qui. J'ai pas pu. Ok. Ça c'est très intéressant parce que très rapidement le Sonic Urtican qui effectivement va te faire 57 000 tweets au tribunal était complètement hypersensible, très très haut niveau là. À chaque fois qu'il est venu parler les 2 fois. Ouais. Complètement en larmes à fond. Okay. Et c'est intéressant juste de sans juger, hein, les gens ont le droit d'exprimer leurs émotions, mais c'est fou de voir à quel point des personnes qui peuvent autant être dans le respect, mais grande gueule entre guillemets. Oui, je comprends. S'effondre devant un juge, quoi. Complètement. S'effondre devant des personnes. C'est-à-dire qu'ils sont très puissants derrière leur écran. Derrière un écran, les gens se sentent puissants sous un pseudo. Quand tu les vois dans la vie réelle, il y a la réalité qui revient, le principe du réel. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais là, c'était un exemple très très frappant, quand même. Ok. Soi-disant est un scientifique de référence, comme je ne peux pas lui répondre, je ne vois pas comment les juges peuvent comprendre ce qu'il dit des choses avec beaucoup de certitude. Je ne comprends pas comment ils comprennent ce qu'il dit, c'est complètement idiot. En réalité, la première étude n'était pas du tout une étude faite pour voir si les gens étaient guéris ou malades, mais pour voir si la charge virale diminuait. Et bien sûr, ceux qui sont morts ou ceux qui étaient en réanimation, on n'a pas pu doser leur charge virale. Donc c'est juste idiot. On ne sait plus comment leur dire. C'est juste idiot. Vous étiez intervenant à la barre aujourd'hui, quel est votre regard sur... Donc lui, effectivement, avait témoigné, en plus de Sonic Urtican, c'est un chercheur de l'INSERM et qui avait témoigné contre Didier Raoult. Et donc, il répondait notamment à ces personnes. Oui, donc effectivement, j'étais témoin là, dans le procès en diffamation qu'a tenté M. Raoult contre M. Limousin. Moi, c'est assez clair. Enfin, c'était des articles frauduleux de la part du labo Raoult depuis longtemps. Vous parlez à un journaliste de François et Nexus. Ouais. Vous parlez à un journaliste. C'est Sonic Urtican qui parle. Hein. Ah oui. C'est lui qui vient l'informer dire. Alors que je me suis présenté plusieurs fois, je lui ai dit, je suis journaliste de Nexus. Il est pour la liberté d'expression et d'information, ce monsieur. Qui ne fait aucun montage. Donc là, en fait, moi, je vous conseille de dire, je vous refuse. C'est ce que je lui ai conseillé aussi. Je résume vite fait le truc. Il faut que je parte bientôt. Donc voilà. Donc dis donc sur la liberté d'expression, ce qu'il vient de faire. Chacun est libre, et moi en particulier. Donc oui, beaucoup de malversations de la part du labo Raoult. Et en fait, beaucoup de gens l'ont suivi, mais sur ce qui était, finalement, il y a beaucoup de pauvres gens qui ont été manipulés, quoi, parce que voilà, la personne se pointe avec une blouse blanche en faisant croire, en utilisant des termes compliqués, sans tellement expliquer les choses. Et donc, beaucoup de gens ont cru, de bonne foi, qu'effectivement, ils avaient trouvé un traitement efficace contre la Covid-19, tout était inventé, tout était manipulé. Et les fraudes, on l'a su au cours du temps, au fil des correctifs qu'ils ont dû publier, les fraudes étaient encore plus larges que ce qu'on avait vu au printemps 2020. Donc en fait, énormément de manipulations de la part de ce labo qui ont fait croire à des pauvres gens qu'il y avait un traitement contre la Covid. En fait, c'était un traitement inventé. Donc oui. Traitement inventé. Moi, je confirme les centaines de médecins avec qui j'étais en lien, dont beaucoup anonymes, qui le prescrivaient dans leur entourage et qui ont soigné des politiques. Dont d'ailleurs on se rappelle Christian Estrosi qui l'a vanté sur tous les plateaux pendant quelques jours avant de retourner sa veste. Bon, pour un traitement inventé. Et quelle certitude, il est persuadé de tout ce qu'il raconte. Mais les deux ont des certitudes. Le problème avec le débat scientifique, c'est que c'est infini. Moi en tout cas, je vais sur le terrain. Quand on est sur le terrain, on a d'autres infos. Mais ok, on laisse la justice de ce monsieur. Hors de ça, parce que le débat, vous avez raison de le rappeler, parce que c'était vraiment orienté sur la science, mais il y avait une grande partie. La base de l'affaire était sur la diffamation. Oui, parce que monsieur Limousin donc avait posté des tweets. Attendez, ça y est, on m'appelle. Heureusement que tu ressentes le débat, toi. Posté des tweets pour se plaindre des manquements justement dans ses articles. Et c'était à ce titre qu'il était attaqué en diffamation. Et justement, il avait raison de se plaindre, je trouve. Je vous laisse prendre votre temps. C'est un témoignage d'imbécile. Il n'est pas. Ce même garçon disait dans la presse que disait les pistes quand je disais il y a des mutants dans ce virus. Parce que maintenant, ça n'aurait pas l'idée de dire qu'il n'y a pas de mutants dans ce virus. Mais personne ne pouvait penser. C'est pour ça qu'il parle de choses qu'il ne connaît absolument pas. La même chose, quand il parle de PCR, il dit moi je sais ce que c'est dans le laboratoire le PCR. Il n'en sait rien du tout. Un des problèmes majeurs de la variation des PCR, c'est les prélèvements. Donc c'est de la médecine. Ça, c'est pas juste du laboratoire. Les prélèvements sont différents et donc il y a des différences le même jour entre deux types de prélèvements en fonction de qui a fait le prélèvement, de comment
comment ça a été fait, c'est la médecine, c'est ça. Et donc c'est des gens qui parlent de choses qui ne connaissent pas. Et c'est très intéressant parce qu'un de vos avocats a rajouté qu'effectivement ce sont des personnes qui sont prises comme indicateurs et sources pour d'autres journalistes. Bien sûr. Pour des journalistes, oui, qui sont après de toute manière ils s'alimentent de n'importe quoi. Honnêtement, moi j'ai pas entendu dire Mediapart a lancé une accusation contre nous de faire une étude illégale de la tuberculose, qui est la raison pour laquelle on a eu l'enquête de la NSM, IGAS, GNR, et qui a conclu que c'était complètement faux. Et on a porté plainte, on n'a jamais eu à avoir un dossier instruit contre Mediapart sur ça qui est purement de la calomnie. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'était surtout sur de la diffamation. Il y a une personne qui avait un compte état de choc et Marc, avec ses relations, est arrivé à retrouver la personne qui se cachait derrière ce pseudo. Et cette personne l'a diffamé en disant qu'il avait peut-être tué sa femme, qu'il avait inventé cette histoire, que sa femme n'était pas morte de Creutzfeldt-Jakob. Qu'est-ce que ça dit, cette affaire du harcèlement en ligne? Ça dit qu'en fait, effectivement, mon avocat l'a dit tout à l'heure, on est dans une société qui est malade, mais on le voit ailleurs que sur les réseaux sociaux. On le voit dans la rue, dans la vie de tous les jours. Moi maintenant, j'ai pris beaucoup de hauteur par rapport à ça, parce que c'est ce que j'ai dit à la cour, c'est qu'en fait, finalement, M. Hénart, c'est un peu une victime comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, lui a cru, moi j'ai cru aussi à quelque chose, simplement je l'ai rappelé, ça ne justifie pas les propos qu'il a pu avoir envers moi. Et tout de suite, vous l'avez vu, je suis allé au-delà et j'ai profité d'être devant un juge aujourd'hui pour, quelques heures après que la Commission européenne ait reconnu que les vaccins Covid avaient été mis sur le marché avec une complète de sécurité, je ne sais plus exactement les termes, mais en fait quelque part ils reconnaissent que voilà, il n'y avait pas assez de recul, qu'à l'époque il n'y avait pas de recul et que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art finalement. Moi j'ai choisi, puisque vous le savez, on le crie haut et fort depuis maintenant plusieurs mois, à Verity France on a les contrats Pfizer. Voilà, parce qu'on les a eus dans le cadre d'une autre procédure et on a interpellé les politiques. J'ai interpellé moi à plusieurs reprises la justice. Dans les contrats de 2021, les États membres ont eu connaissance qu'il n'y avait pas de garantie sur l'efficacité du vaccin et surtout qu'ils ne connaissaient pas les effets secondaires. Donc en fait, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit à la population française, vaccinez-vous, ça protège de la transmission. Et surtout, je pense que tout le débat est là. C'est que comment aujourd'hui, l'avocat par exemple de Kevin Hénart, qui a essayé de me faire passer pour quelqu'un de violent, un menteur, mais le veuf est pleuré, alors ça, voilà, ils ont quand même un peu de pitié pour moi, mais j'attends pas de pitié parce que j'ai pas besoin de ça, peut dire encore là, lors de l'audience, non, mais c'est impossible en fait, hein. Les scientifiques l'ont dit, c'est impossible que les vaccins donnent la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou d'autres maladies d'ailleurs, parce que je suis pas le seul, il y a d'autres victimes aussi là. C'est écrit dans les contrats, c'est-à-dire que c'est écrit dans les contrats, donc pour moi il n'y a plus de débat, il est écrit que le fabricant ne connaît pas, qu'il n'y a pas d'efficacité, ne connaît pas l'efficacité, et qu'il ne connaît pas les effets secondaires. Donc je veux dire, voilà, c'est écrit, maintenant c'est pour ça que maintenant la justice doit faire son travail. Avec Verity France, on est à la disposition d'un juge, j'espère avoir entendu là, je l'ai dit devant un juge. Nous voulons être reçus par un juge et nous fournirons l'ensemble des contrats. Le juge est très attentif, donc c'est que lui... Même je pense qu'il ne sait pas en fait ce qu'il y a dans ces contrats. Donc ils sont devant des personnes qui malheureusement ont pleuré disparus et les juges ne savent pas ce qu'il y a. Enfin, c'est l'impression qui m'a laissé voir que ce juge n'était pas au courant de ce qu'il y avait dans les contrats. Et je suppose qu'il y en a d'autres aussi qui ne doivent pas savoir. Aujourd'hui on était... Alors, on va aller sur le... Avant le finish. Avant le finish avec Alexander Samuel. C'est très intéressant parce que les juges étaient vraiment très à l'écoute de ce que disait Marc Doyer et aussi Didier Raoult. Ils avaient vraiment une attention particulière sur ça. On voyait que c'était des sujets qu'ils n'avaient pas l'habitude de traiter. Mais alors ils les ont écoutés notamment quand Marc Doyer parlait des contrats. Donc alors bon, moi je comprenais pas trop parce que quand on est là pour parler de harcèlement en ligne et de jusqu'où peut aller la liberté d'expression, moi c'est plus là, moi personnellement, que ça m'intéressait ce sujet. On est là pour savoir jusqu'où on peut aller sur ces réseaux-là, jusqu'où on peut aller dans le débat. Et autant d'un sens comme de l'autre, parce que même j'en ai parlé notamment avec Alexander Samuel qui arrive après, qui lui fait partie donc de Senofec-Med, mais qui lui avait autant une réponse forte de la part sur Twitter des rebelles, quoi, on va dire, des gens engagés. Donc c'est intéressant parce que finalement tout le monde aurait pu porter plainte contre tout le monde. Mais voilà, sur les juges, ce qui était intéressant, c'est qu'en tout cas, les juges étaient vraiment à l'écoute et ça montre que les gens ont envie de comprendre ce qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire que, à mon avis, les gens voient des cas près de chez eux et ont besoin de plus d'informations. Et là, c'est des personnes qui ne regardaient pas Nexus ou ce genre de magazine, quoi. Je comprends.
Ouais, je voulais rappeler quand même quelque chose que M. Jean-François Delfraissy avait déclaré, que dès mars 2021, il savait que les vaccins pouvaient causer des effets secondaires. Exact. Donc il l'a déclaré en 2023, donc je répète la phrase, que le vaccin ne protégeait pas contre la transmission de Covid, que oui, le conseil scientifique a pu se tromper, que le vaccin n'a pas joué le rôle qu'on attendait, que oui, les vaccins ARN ont des effets secondaires, et ça c'était en mars 2021, soit 4 mois avant la mise en place du pass sanitaire. De rappeler le verbatim, parce que c'était le président du conseil scientifique qui conseillait le président de la République, et à partir de quoi toute la stratégie sanitaire s'est articulée. Voilà, et rappelons que ce monsieur était président du comité consultatif d'éthique depuis 2016. Très éthique. Bah oui, il a mis 2 ans à admettre qu'en fait, il nous avait trompés. Je ne sais pas si on se met la séquence ou pas, parce qu'on va partir dans un petit débat où on la met tout de suite. Tu penses que ce serait bien qu'on regarde au moins un petit bout de Alexander Samuel, notamment déjà parce que Sonny Kurtikan n'a pas voulu du tout parler. La réponse est très violente de Sonny Kurtikan. Donc j'en ai parlé avec Alexander Samuel, vu qu'il a une émotion. Je ne sais pas s'il est trop hypersensible, Sonny Kurtikan, ou quoi que ce soit, mais déjà l'émotion était forte au tribunal. Tu as vu comment il parle tout à l'heure quand il déconseille. Moi, quand je vais le voir après... Bon, avec ma technique un petit peu à la Élise Lucet, c'est-à-dire je vais pas lui demander vous voulez un entretien parce qu'il va pas me répondre, tu vois. Donc j'y vais, j'allume la caméra et je lui demande alors vous voulez pas nous parler ou tout ça. Donc là, ça l'a fait vriller de malade. Donc de base j'allais le mettre dans le reportage, mais j'ai bien aimé la discussion avec Alexander Samuel qui était apaisé et tout ça. On en a parlé. Et puis c'est vrai que il est apaisé. Moi j'ai pas envie de faire une escalade des tensions. Moi, je suis pas venu. Mais sûrement on l'invitera sur le plateau de Nexus pour débattre parce que lui il refuse pas le débat. Non, il demande. Mais par contre. L'information qu'il partage, elle est très très biaisée et par contre il fait très attention à pas prendre les informations qui vont à contre-courant de ce qu'il raconte et il fait passer les complotistes pour des dangereux qui prennent de la vitamine D. Enfin, c'est toujours pareil, ça fait 4 ans, ça n'a pas bougé. Moi qui ai débattu avec lui, c'est un peu toujours le même propos. Juste avant qu'on mette Alexander Samuel sur la violence, les trucs où ils essayaient de faire passer Marc Doyer pour quelqu'un de violent, les arguments de la défense, ça allait jusqu'à il a 13 armes chez lui, je veux bien, c'est la Picardie. Véridique. Okay. Quel débat de fond extraordinaire. Bon, on passe ça. On s'en met un petit bout et puis on refera un gros débat. Mais au moins pour que moi je voulais quand même avoir les deux camps parce que moi je fais du journalisme, je fais pas de la propagande, donc c'était important pour moi de mettre les deux, le chercheur de l'INSERM, Sonny Kurtikan, et lui a bien voulu parler, comme tu dis, il cherchait le débat. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, et les gens sont condamnés à se parler par tribunaux interposés. À se battre. Et le pire c'est que les tribunaux, ils ne donnent pas la solution. Ils permettent pas on les voyait perdus, les juges aussi, face au débat. Même si Guillaume Limousin aujourd'hui perdait, je ne pense pas que ça s'arrêterait. Même si aujourd'hui Didier Raoult perd, je ne pense pas que ça s'arrêtera. Je pense que chacun sera convaincu qu'il a raison et continuera dira c'est une injustice. Alors ça c'est intéressant. Voilà, et c'est là où moi j'étais d'accord avec une partie de ton propos. C'est vrai que quoi qu'il arrive, les gens ne se parlent plus. Mais attends, il m'a fait un tunnel de 16 minutes, donc moi je lui ai dit je veux bien te mettre tout ton truc, mais il m'a fait je peux pas mettre les... Après il est parti sur la vitamine D et les thérapies alternatives, ce qui n'est pas le débat. Par contre là c'est intéressant, là c'est pertinent. Les gens ne se parlent plus, ils ont qu'on ait raison ou qu'on ait tort, on a le droit de débattre sans émotion, sans s'attaquer, sans se pourrir la vie. Et à la fin, chacun peut rester sur ses positions, mais de manière respectueuse. Et comme tu parles d'émotions, c'est la gestion des émotions. Et comme on est tous tout le temps à la limite de tout, c'est ça, en fait. Et ben, du coup, cognitivement, c'est impossible de prendre du recul. Tu prends du recul que quand tu es à la marge, quand tu es au chômage, quand tu as un accident, quand tu es malade. Quand vraiment tout va mal, pourquoi les gens se réchauffent maintenant, c'est parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont vraiment... Et donc l'émotion, tu ne la gères pas et forcément, c'est une méthode aussi de... C'est une méthode de gestion des foules, c'est comme ça qu'on est... Même là, il y avait juste Hypatie demandait, c'est quoi sa profession? Il est professeur de maths, lui. Et c'est un ancien gilet jaune. À l'époque, il avait analysé des gaz lacrymaux pour voir qu'il y avait du cyanure, des traces de cyanure, tout comme ça. Donc il avait fait je trouve qu'il avait fait un bon boulot là-dessus pour dénoncer. Parce qu'il est microbiologiste de formation avant d'être prof. Voilà. Et à partir du Covid, il a commencé à vouloir débunker les faux prophètes, ce qu'il raconte comme étant des gens. Je pense que chez les scientifiques, il y a ce truc-là de la science. Parce que Laurent Alexandre. Moi, je suis en masterclass sur les prénoms. Là. Alexander Samuel, sur les sujets. En fait, à chaque fois, il me ramenait ça sur le scientifique. Et moi, je lui disais, mais. Oui, c'était même pas le sujet. Tu me parles de ce que tu veux. Moi, il me dit Fouché, si, Perron, ça. Et je lui dis, mais écoute, si ça se trouve, t'as raison. Moi, je n'en sais rien. Par contre, et avec son ami, on a parlé de sujets politiques
de censure, de traitement de l'information. C'était ce qu'on disait au début de l'émission. Et là, il y a des trucs sur lesquels, déjà, c'est des sujets qu'on peut tous suivre. Parce qu'on est censé, si on vote, on me dit, il ne faut pas dire voter, si on élit dans des élections présidentielles, il faut qu'on connaisse ces rouages de traitement de l'information et de manipulation médiatique et politique des institutions. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, vous verrez pas ce débat-là dans cette petite capture, parce que là, encore une fois, moi j'allume le micro 3 minutes. Non, mais on fera sûrement, parce que lui, il refuse pas le débat. Non. On avait fait un débat, et d'ailleurs, il a été hué par tout le monde, le pauvre, il a eu le courage de venir. C'était la deuxième université citoyenne à Avignon, où vous étiez tous les deux en débat. Et avec Chloé Framery aussi. Exactement. Et je lui ai partagé... C'était le seul qui avait voulu débattre, et c'était intéressant parce qu'il y avait les deux points de vue à un haut niveau, même si on eut dans la foule, mais c'est intéressant parce que y a un respect du débat. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est le cadre du débat. Parce que quand il n'y a plus de débat, effectivement, on ne se parle plus. Mais huer, c'est chiant, parce que ça peut mettre une mauvaise ambiance, alors que quand on a parlé calmement, moi je voyais où étaient les biais chez eux. Et on n'a peut-être pas les mêmes valeurs de liberté et de totalitarisme, je ne sais pas comment le dire. Puis il y a aussi des faits qu'ils sont contents d'ignorer. Moi, par exemple, je l'avais soulevé, et je le partagerai après, l'article du Monde où il parlait de ces fuites de documents qu'il y avait entre l'Agence médicaments européen et Pfizer, où on voyait qu'il y avait des problématiques dans l'intégrité de l'ARN. Ce qui est central par rapport à ce produit, c'est-à-dire un produit, normalement, l'élément actif doit être contrôlé dans son dosage. Là, c'était pas le cas, et l'agence du médicament avait demandé à Pfizer des comptes là-dessus, n'en ont jamais eu. Nous-mêmes, on avait sollicité Pfizer, on n'en a jamais eu. Et ça n'avait pas l'air de choquer, alors qu'il était là à dire « Oui, mais vous doutez de ça alors que vous n'avez pas d'argument. » Je lui présente le fait, je lui dis « Ça vient du Monde, donc c'est même pas contestable, c'est des documents qui ont fuité, qu'est-ce que t'en penses ?» Oui, bon, c'est intéressant, mais bon. Il n'a jamais creusé, et en fait, je me dis c'est quand même assez important de prendre en compte les informations quand elles vont à l'inverse de ce qu'on pense. Franchement, il n'était pas fermé d'esprit. Moi, sur le SMS Gate, je lui ai dit, là, quand même, ça met tout le monde d'accord, le SMS Gate. Donc, il reconnaissait la fraude de Pfizer sur ce sujet-là. Il l'a dérivé un peu par rapport à nous, mais il y a des moyens. Ce serait vraiment passionnant de se faire un débat. C'est vrai, il faudra faire un débat. Mais donc, même la justice ne met pas fin au débat. Personne n'arrive à mettre fin à ces débats. Et je pense que c'est principalement parce que souvent, on a l'impression, il faudrait déjà qu'on arrive à accepter de vérifier si nos affirmations sont vraies ou fausses. Celles que moi je dis. Là, s'il y a quelqu'un qui me dit ce que tu as dit là c'est faux, qui reblaste par exemple, là, reblaster. Si vous dites j'ai blasté. Excusez-moi, parce que je le mets hors contexte avant, parce que je vous dis ça fait 16 minutes. Blaster, c'est un logiciel de statistiques. Voilà. Justement, je voulais en parler. Pour la séquence génétique. Il n'y a qu'un résultat, montrez-le, publiez-le. En fait, faites-le. Mais je pense que ce serait intéressant que vraiment, quand on se trompe ou quand on dit quelque chose de faux, on le reconnaisse. Et on fasse beaucoup de communication dessus. Et ça, malheureusement, pas grand monde le fait. Pas grand monde le fait. Et peu de monde regarde le fond. Et il y a beaucoup d'accusations polarisantes. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir échanger, pouvoir discuter. J'ai essayé, mais Louis Fouché a refusé le débat avec moi. Oui, il refuse de débattre avec moi. On peut lui redemander. Didier Raoult a refusé tout débat. Il a même refusé qu'il y ait des personnes contradictoires lorsqu'il est allé à la commission d'enquête parlementaire. Donc il y a des gens qui affirment des choses, mais qui refusent de se confronter aux arguments factuels lorsqu'on leur présente. Et ensuite, ces gens-là, ils sont défendus par l'argument d'autorité. Moi, on va me dire, t'es qu'un prof de maths, parce que je suis prof de maths. J'ai quitté la recherche. Pourquoi ? Parce que je suis militant en fait. Parce que j'en avais marre qu'il y ait de la fraude scientifique. Parce que la fraude scientifique, elle n'a pas commencé chez Didier Raoult. Elle a commencé en 2018, en 2017. J'ai dénoncé les fraudes scientifiques de la ministre de la Recherche de l'époque, Frédérique Vidal. Aucun magazine, aucun journal n'a repris la publication d'une rétractation d'un article scientifique de Frédérique Vidal. Pourtant, il y a eu une rétractation d'un de ces articles. Vous avez un blog que je vous conseille, que j'aimerais beaucoup que vous regardiez, et que vous me disiez s'il y a des choses fausses dedans. For Better Science, c'est en anglais. Dedans, il fait une synthèse de comment tous les industriels, les start-upers, les machins, les trucs comme ça, font des fraudes scientifiques pour promouvoir leurs produits. Et très malheureusement, il y a des gens très bien intentionnés, très motivés, qui se battent contre Big Pharma, contre les grosses industries, on va dire, voilà, ces trucs-là, et qui vont vous dire, prenez des produits naturels comme la vitamine D. La vitamine D, prenez-en. Et après, on se rend compte que d'où ça vient. Ça vient de gens qui ont des boîtes, des startups qui vendent 3 tonnes de vitamine D. Attends, je fais juste une petite parenthèse. Non, avant, ça vient de médecins de ville, médecins de campagne qui supplémentaient les gens en vitamine D. Il a un peu oublié qu'avant que les gens vendent de la vitamine D, il y avait des médecins qui le promouvaient et qui constataient que ça améliorait la santé des gens. Bon, ça c'est ce que j'ai regardé un petit peu avant qu'on fasse cette émission. Tout à fait. Et alors moi ça m'horripile parce que c'est comme c'est vrai qu'au niveau Karine Lacombe qui dit prenez pas de vitamine D, ça sert à rien. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au point de vue rhétorique, ce qu'il dit est valable des deux côtés. C'est-à-dire que tu peux tout à fait dire ce qu'il dit d'un côté qui dirait prenez de la vitamine D ou n'en prenez pas. C'est où est-ce que tu vas chercher tes sources et jusqu'où tu es prêt à aller chercher l'information. C'est vrai. Parce que quand tu es un médecin et que tu te formes
à l'école de médecine, tu vas jamais remettre en cause tout ce qu'on a pu dire sur Pasteur. Par exemple. Donc jusqu'où tu es prêt à aller trouver la vérité ? De quelle vérité on parle ? Mais voilà, en tout cas, moi, c'est gênant d'arriver sur vitamine D, l'exemple un peu des gens. Non, pourquoi c'est gênant ? C'est gênant dans le sens où... Il a le droit si il est honnête, il a le droit d'avoir, lui, son avis sur la question. Mon avis, c'est ce que je lui dirais. Et c'est pas si gênant parce que c'est vrai aussi ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu as bien des startups qui vont aller dans le sens de la naturopathie, etc. et qui vont mettre ça en avant et que c'est un argument commercial. C'est pour ça qu'il faut aller voir des médecins. Des naturopathes. Il y a des médecins naturopathes, des médecins homéopathes et des médecins qui font aussi tout bien leur boulot. On a reçu d'ailleurs le docteur Pablo Bueno au micro de Nexus. D'ailleurs, il y a une interview qui va arriver, qui est médecin en Suisse. Lui ne vend rien et ne touche pas d'argent sur la vitamine D. Et il y a d'autres médecins qui en parlent. Le docteur, on a reçu aussi, comment il s'appelait Eric Mena. Docteur Eric Mena. C'est pas des gens qui vendent quoi que ce soit. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui se font de l'argent, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent sur un produit que le produit en tant que tel est à combattre. Mais bien sûr, c'est juste le mécanisme économique. Ça, je suis d'accord. Et l'argumentaire de vente utilisé. Et là, dans l'argumentaire, là où tu dis c'est gênant, moi ça me gêne pas que des gens aient encore une fois, la médecine, c'est de la science. Moi, je suis pas scientifique. Mais par contre, j'aime bien que les gens soient ouverts au débat. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas intéressant. C'est que par exemple, dans les chats, Alexander Samuel, apparemment, moi, de ce qu'on m'a raconté, je veux pas trop, moi, sur les chats et tout ça. Mais là, c'est quelqu'un qui, sur des trucs avec Fouché, allait mettre non, c'est faux, tout le temps. Tu sais, 1000 messages comme les 57 000 tweets. Tu vois, donc c'est intéressant comme comportement compulsif. Par contre, quand tu le vois en vrai, plus calme, posé. Mais j'ai pris plaisir à lui parler. Mais moi aussi, d'ailleurs, le débat, je lui avais dit, c'était intéressant qu'on avait eu à Avignon. Je lui ai dit, franchement, t'as eu le courage de venir en terrain hostile. Et en plus, t'as parlé sans insulter personne. Et finalement, on a presque réussi à s'échanger des infos. C'était l'exemple d'un débat qui doit être normalement sain. C'est ça, c'est trouver la troisième voie. Je me suis retrouvé à prendre le dernier train à Aix-en-Provence, tellement c'était sympa de parler de ça. Je laisse les dernières secondes. Qui est Mercola. Il s'est fait une fortune sur la pandémie en vendant ses compléments alimentaires et ses vitamines et ses trucs-là. En fait, il y a effectivement des gros problèmes comme le Mediator, comme la crise des opioïdes. Il y a des scandales, il y a des gens qui ont été corrompus à la FDA. Il y a eu des problèmes énormes au niveau de la médecine, disons, sérieuse, scientifique, avec des molécules. Mais il y a aussi, et c'est là l'angle mort, d'énormes scandales au niveau des médecines alternatives, comme on dit. Voilà. Et ce problème-là, en fait... Laisse finir. Ouais, vas-y, pardon. J'ai pas de papier de stylo, là, il faut que je note. C'est qu'il n'y a pas d'instance qui contrôle. En fait, on peut corrompre la FDA, on peut corrompre l'ANSM ou je sais pas quoi, ça peut arriver. Et il y a des scandales qui sortent. Mais quand il n'y a même pas d'ANSM qui contrôle, quand il y a juste un marché totalement libre et que les gens... Et ben du coup, ça fait des gens qui gueulent partout. Je veux pas me faire vacciner, je veux prendre de la vitamine D. Pourquoi ils le gueulent partout ? Parce qu'en fait, il y a plein de businessmen derrière qui en ont profité à donf. Voilà, moi, c'est cet argument qui m'embête. En fait, non, pas du tout. En plus, c'est une simple question. Ils sont où les scandales des thérapies alternatives ? En fait, on parle de centaines de milliers de morts des opioïdes. On parle de centaines de milliers de morts sur les médicaments et sur les influences des gros cabinets de consulting comme McKinsey, qui a œuvré dans la crise des opioïdes aux États-Unis, et en France, les Votirox, etc. Tous les problèmes de santé qu'il y a eu. Et il met sur le même plan, il dit, il y a eu des scandales, c'est vrai, mais il y a aussi des scandales dans l'alternatif, alors que genre, le scandale dans le conventionnel, il est là, et que le scandale, il est ici, au ras des pâquerettes, et il essaye de tenter de mettre les deux au même niveau. Et c'était un sujet que j'avais eu, une discussion que j'avais eue avec lui, et que j'aimerais avoir aussi, c'est à quel moment on met un signe égal entre les deux ? C'est comme Casas Novas. On a dit, oui, ce mec est dangereux et tout. Il est aujourd'hui interdit de quitter le territoire français. Oui, il a causé beaucoup de tort, il y a des gens qui sont morts. Ils sont où les morts qui ont porté plainte contre Casas Novas ? Il n'y en a pas. Ils sont morts. Non, il y a les familles autour, parce que ça, c'est des... C'est joke. Ouais, mais parce que des gens ont dit, mais ils sont morts, ils ne peuvent pas porter... Non, il y a des familles. Si tu sais que toi, quelqu'un de ta famille est mort à cause d'un jus de carotte, je pense que tu portes plainte contre la personne. Pareil, la vitamine D. Où sont les morts des gens qui ont pris de la vitamine D ? C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Et d'ailleurs, l'Académie de médecine en France a publié, on peut le retrouver assez facilement, 80% des gens qui étaient morts du Covid étaient carencés en vitamine D.
Il y avait le zinc aussi. Mais c'est vrai aussi, parce que moi je suis là par rapport à mon travail, Pierre Chaillot, c'est les statisticiens, pour nous parler de la mortalité et tout, qui vous disent aujourd'hui qu'ils n'ont toujours pas les documents pour faire des statistiques pleines et entières. Donc ça peut créer des batailles qui n'en finissent pas, puisqu'en réalité nous n'avons pas tous les éléments pour savoir ce qui s'est passé, les résultats qui se sont passés, puisqu'il y a une retenue des chiffres. Enfin, c'est quand même assez incroyable de ne pas avoir notamment toute la mortalité, toutes causes confondues, aujourd'hui en 2025. Tiens, bon, je vous partage juste cet article, c'est du Vidal. Je vois le chat qui est en feu. Mais Covid-19, l'effet protecteur de la vitamine D se confirme. Voilà, c'était en mars 2022. Donc ils ont mis quand même des années à se rendre compte que les médecins de ville avaient raison. C'est là où c'est bien d'avoir des gens qui sont extrêmes de l'autre côté. Ça permet vraiment de situer le débat. Et moi, je dirais pas extrême, je dirais avec des œillères. On va pas aller voir. Et il va caricaturer le complotiste qui va pas se faire vacciner, qui dit je prends de la vitamine D pour me soigner. Et si j'ai, je sais pas, une urgence, je prends du miel. Non, enfin, tu vois, ils veulent nous caricaturer comme si on était des gens irresponsables. Et en fait, c'est vraiment le truc de tu sais, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Parce que, en fait, sur les effets secondaires, je le dis, donc moi, je travaille avec des victimes, des associations qui représentent des milliers de victimes, dont certains ont la reconnaissance de pharmacovigilance par rapport aux thérapies géniques sur le Covid. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Du coup, lui arrive, voilà, et donc lui il dit non, mais on sait qu'il y a des cas et tout ça. Je dis donc du coup tu reconnais qu'il y a des effets. Oui, mais c'est minime. Je dis c'est minime, oui. Enfin, c'est minime, mais il y a un moment donné, là, je te mets une, tu sais, c'est vraiment le dilemme. Est-ce que si je te donne une piqûre et il y a une chance sur 1000 pour que ça te contamine, t'acceptes d'être que je te pique? Tiens, donc c'est vraiment là. Et où surtout qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans. Raph aimerait intervenir sur cette question. C'est toujours pas ce qu'il y a. Fais-le monter, faisons monter Raph. Un dernier truc à dire, c'est que j'ai vérifié. Sur ces deux affaires où Raoult et Doyer avaient gagné en première instance, aucun média n'avait écrit sur leur victoire là-dessus. Alors que dès que ces gens-là, et là encore, tu parlais de double standard. Dès que ces associations-là perdent un truc, notamment c'est ce qu'on a vécu aussi à François, etc. Voilà, là il y a des articles partout, quoi. C'est ça. Par contre, dès que eux gagnent un truc, voilà. Dès que la vérité est établie, ça fait qu'une petite ligne en dessous. Ouais. Et ça, c'était impossible d'en parler. En tout cas, merci de ce petit reportage. C'était pas mal comme ça, du coup. Sauf s'il était envoyé ce matin, on se disait, mais comment on va le traiter? On sait le contexte. Et ça me donne l'idée vraiment de proposer prochainement à Alexander Samuel. Mais même la Tronchambier, moi, j'adorerais lui parler. On lui a proposé un débat, il a jamais accepté. Mais lui, je préfère Alexander Samuel parce qu'au moins, il y a quelque chose de plus sain. Plus honnête. Alors que la Tronchambier qui avait dit que mon ancien associé était dans le film Hold Up, et quand je lui dis mais t'as pas vu le film en fait. Oui, mais on peut pas. Mais attends, mais on parle d'un mec qui fait 2 mètres, maghrébin. Il n'y a aucun maghrébin dans le film. Il est costaud, vraiment. C'est vraiment un mec costaud. Il travaille dans le développement commercial de Nexus. Même pas un journaliste. On n'a jamais eu sa tête dans aucune vidéo Nexus. Et il cite son nom. Encore, il aurait cité le mien. Ça aurait été un peu plus crédible. Il a cité son nom. Mais pourquoi? Comment il allait le chercher? Est-ce que c'est parce qu'il est maghrébin? Il s'est dit, tiens, lui, ça va le faire. Allez, on va le mettre. Ça fera passer un peu pour un méchant. Mais en fait, je me suis même pas... Comment est-ce qu'il a construit son raisonnement pour aboutir à dire... Cette personne était dans Hold Up. À l'époque, Hold Up, c'était un film qui charriait énormément d'émotions et de conflictualité dans la société. Et les gens qui étaient dans le film étaient assez exposés. Voire peut-être de manière assez, je dirais pas dangereuse, mais... Pas équilibrée. Ça pouvait prêter quand même à ce qu'il se fasse publiquement et médiatiquement insulter. Et lui a pris peur parce qu'il s'est dit, attends, moi j'ai des enfants, je suis pas journaliste, je suis commercial. Il faut que cette personne enlève cette vidéo. Il a laissé la vidéo est toujours en ligne. Il a mis un tout petit erratum en dessous, en commentaire. Et je trouve ça en fait malhonnête. Malhonnête et idiot parce que tu peux le vérifier. Attends, il n'a pas regardé le film. Oui. Voilà, c'est ça qui est beau.